quand on assemble toutes les bonnes compétences avec la bonne méthode, le bon mindset et l'envie de réussir, on y arrive. Donc c'est vraiment la démonstration par l'exemple que le collectif, c'est source d'optimisme et source de réussite en fait. Pour débuter notre échange, je vais vous poser une question en fait qui va vous parler à tous les deux. Quelle place finalement le sport a occupé et occupe dans votre vie et quel apport en fait vous constatez? Ça a toujours été un moteur dans ma vie, un moteur en termes d'objectifs, en termes de construction, à la fois construction psychologique, à la fois construction physique et physiologique, mais aussi en termes de construction sociale, parce que grâce au sport, j'ai fait énormément de rencontres, j'ai pu appréhender la diversité et les nuances de notre société et finalement arriver à en tirer profit. Et à un moment charnière de ma vie, qui est ce moment où finalement j'ai découvert la situation de handicap, le sport a été pour moi un refuge qui m'a permis déjà de cranter temporellement un objectif court terme pour repartir et donc me donner l'élan et l'envie d'avancer et de ne pas finalement tomber un peu dans le côté dramatique de ce qu'on était en train de vivre. C'est quelque chose qui m'a vraiment construit dans un certain nombre de valeurs, de collectif, de dépassement de soi, de résistance à l'effort. Cette activité sportive, aujourd'hui, je la pratique de manière continue et le plus régulièrement possible parce que je sais que c'est elle qui me donne de l'énergie. Donc c'est pas tellement pour retrouver les valeurs qui m'ont construite, parce que celles-là, je les ai vraiment embarquées dans tout ce que je fais, mais c'est beaucoup plus pour l'énergie et pour l'équilibre que ça me donne aussi psychiquement, psychologiquement dans tout ce que je fais. Finalement, le sport va être un moteur en termes de lâcher prise. Et puis quand on avance dans l'âge, le sport là peut aussi être finalement un vecteur de maintien dans l'autonomie. Et je pense que ça, c'est aussi un enjeu absolument essentiel. Et finalement, tout au long de sa vie, on doit donc adapter la pratique sportive en fonction de ses enjeux, en fonction de qui on est et en fonction de la place aussi qu'on a envie de donner finalement à ce sport. Pour moi, le sport, en France, il n'est pas reconnu à sa juste valeur en termes d'impact social et sociétal. Le sport, pour moi, est vraiment un moteur qui permet de se structurer physiquement parlant, en termes de développement de l'autonomie, la prise de conscience de son schéma corporel, et on arrive à développer des marqueurs d'autodétermination assez importants. Et enfin, dernier pilier du sport, et je pense que les jeux nous l'ont démontré, c'est que c'est un très très grand vecteur de sociabilisation. C'est qu'on pratique ensemble, c'est qu'on pratique au sein d'un groupe. Et arrêtons de dire qu'il y a des sports individuels et des sports collectifs, puisque quoi qu'il arrive, la performance, elle se crée collectivement. Et en ce sens, c'est aussi l'enjeu finalement des clubs inclusifs de demain. Pour moi, vraiment, le sport est le lieu de la rencontre parce qu'on partage la même passion, parce qu'on a envie de la vivre ensemble. On apprend à se connaître et finalement, on fait tomber les barrières qui souvent cloisonnent un petit peu notre société. On a vécu les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, un moment de cohésion, un moment d'optimisme qui s'est diffusé dans le pays. Est-ce que selon vous, cet optimisme peut durer par-delà le moment olympique et paralympique? Alors bien sûr, à mon avis, il n'y a pas de doute là-dessus parce que effectivement, au moment des Jeux Olympiques, on a montré, malgré toutes les critiques, polémiques, tout ce qui a pu exister en amont des Jeux, que finalement, le sport était une valeur qui, une nouvelle fois, pouvait nous rassembler dans quelque chose de beaucoup plus grand que toutes les petites discussions qu'il y a pu avoir en amont des Jeux. Et on voit aujourd'hui dans les statistiques que les Français cherchent à pratiquer plus le sport. Donc il y a déjà un héritage très tangible dans les fédérations diverses et variées en termes de nombre d'inscrits. Et je pense que la société se rêve de pouvoir vivre d'autres moments comme celui des Jeux Olympiques. Les Français vont mettre beaucoup plus de passion et d'intérêt dans toutes les grandes compétitions sportives, quelles qu'elles soient, parce qu'ils ont vécu quelque chose d'ultra puissant qu'ils vont avoir envie de retrouver. Ce qui m'a beaucoup marqué en fait, dans ces Jeux, c'est que dès le moment où la flamme est arrivée, le 8 mai à Marseille, jusqu'à la clôture des Jeux paralympiques, on a redonner du bonheur aux Français. Et moi, j'ai envie de croire que
ce n'est pas la puissance des jeux, c'est juste la puissance du sport. Et effectivement, que tout ce qu'on a cultivé par ces jeux, tout cet impact qu'on a eu, tout cet optimisme qu'on a donné, toute cette fierté qu'on a redonnée aussi aux Français d'être Français, parce que jamais on avait autant arboré les couleurs, les drapeaux, c'était relativement magique ce qu'on a vécu cet été et à l'arrivée de la flamme, voilà, que finalement on arrivera à le retrouver au long cours sur d'autres enjeux sportifs. Pour moi, ces jeux, ils ont démontré que quand on se met tous ensemble pour résoudre toutes les difficultés, les challenges qui viennent en amont d'un événement planétaire ou de n'importe quel projet finalement ultra compliqué, quand on assemble toutes les bonnes compétences avec la bonne méthode, le bon mindset et l'envie de réussir, on y arrive. Donc c'est vraiment la démonstration par l'exemple que le collectif, c'est source d'optimisme et source de réussite en fait. Ces jeux, et notamment ces Jeux paralympiques, ont été l'occasion aussi de voir l'apport de la science et de la technologie finalement dans le sport. Alors la question que j'aimerais vous poser, c'est selon vous, est-ce que la science et la technologie sont indissociables du sport? Pour moi, la science et la technologie sont des leviers très positifs dans le secteur du sport. Dès l'instant, comme partout, de toute façon, qu'on les utilise à bon escient. Pour moi, il y a plusieurs enjeux. Il y a l'enjeu, effectivement, d'améliorer la performance des athlètes, mais il y a aussi un enjeu de la technologie et de la science dans un enjeu de protection de l'intégrité de l'individu. Et moi, ça, j'y suis aussi particulièrement attachée parce que l'idée, c'est aussi de permettre à tout un chacun de pratiquer de façon de plus en plus performante, mais aussi en augmentant la durée de pratique, en protégeant les valeurs et en protégeant l'individu voilà, d'un point de vue de son intégrité physique et morale. Ça, c'est vraiment des enjeux. Et dans le secteur du parasport, c'est quelque chose qui a considérablement évolué ces dernières années. On a eu beaucoup d'évolutions en fait dans la recherche, à la fois sur la méthode d'entraînement, comment on prépare mieux, on entraîne mieux un parasportif en tenant compte de sa singularité. Et puis après, il y a eu tout le développement du matériel, qui est un matériel qui a été développé au profit de la performance, donc ça c'est important, mais aussi qui nous a permis, parce que finalement toute la recherche et le développement qu'on fait dans le secteur du sport performance, d'améliorer le quotidien de la personne en situation de handicap. Et c'est aussi ce qui est intéressant, je trouve, dans le sport, c'est que toute la recherche appliquée que l'on va faire, qui est à la base dans une recherche de performance, va derrière avoir des champs d'application qui vont pouvoir servir le quotidien, finalement, de tout à chacun. Et en tout cas, nous, dans le parasport, toutes les recherches que l'on fait sur les fauteuils, sur les prothèses, sur les matériaux, vont derrière améliorer, finalement, la qualité de vie quotidienne des personnes en situation de handicap. Après, il y a cette idée d'accès, je pense, au sport, parce que la technologie, elle permet, y compris pour des valides, d'accéder par exemple à la course à pied. Si on n'avait pas aujourd'hui des outils de mesure pour comprendre pourquoi le pied qui se pose mal sur le sol résulte en une inflammation du genou, et ben en fait, monsieur et madame tout le monde qui essaye de se remettre au sport aurait du mal. Et donc vraiment, la technologie, elle peut aussi, sur des personnes valides sans aucune difficulté, les aider à pratiquer le sport dans la durée. Donc pour moi, c'est vraiment ces deux points, performance et accès. Contrairement à ce qu'on pense, dans ces 20 dernières années, il n'y a pas eu des révolutions considérables, mais il y a eu des petites modifications qui ont permis en fait de retrouver une fluidité du geste. Donc on a modifié un peu l'interface en fait qui permet de tenir la prothèse. On a amélioré la restitution d'énergie, donc à même engagement musculaire, on a une meilleure restitution de la part de la prothèse. Et là où on devrait peut-être pousser encore un petit peu plus la réflexion, c'est comment finalement la façon dont on pense le sport de demain, derrière, peut être un moteur pour le bien-être individuel des personnes, pour la productivité globale, pour la productivité dans les entreprises. Je suis 100% d'accord, et d'ailleurs au sein de PwC France et Maghreb, on est vraiment convaincu de l'intérêt du sport pour l'équipe de nos collaborateurs, et on a déployé tout un tas de programmes ou d'initiatives, y compris ludiques, avec le déploiement d'une application qui s'appelle Sport Hero, qui aide les collaborateurs à mesurer leur activité dans la journée. Donc on est vraiment convaincu de cet équilibre. D'ailleurs, cet équilibre, en tant qu'employeur, on a une obligation en fait, de s'assurer que le bien-être physique, mental de nos collaborateurs est dans tout ce qu'ils font, ou au maximum dans ce qu'ils font.
Donc on a vraiment certains programmes très clairs qu'on appelle Be Well, Work Well, qui porte bien son nom. Si je suis bien, je vais bien travailler, et donc avec une déclinaison dans différentes dimensions. On a une incitation aussi à travers des associations sportives, associations auxquelles j'ai participé à certains moments de ma carrière, où on pousse les collaborateurs à participer à des courses à pied. Donc on a, je pense, un grand nombre d'initiatives qui sont là pour exactement ce que vous disiez à l'instant, Marie-Amélie, l'équilibre et finalement une forme de recherche de performance au travail à travers cet équilibre. Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites, pour moi, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est effectivement, je pense qu'il y a un enjeu de l'entreprise de demain qui est de se dire que elle doit s'inspirer beaucoup plus du sport. Du sport, effectivement, à l'échelle du collaborateur, à l'échelle individuelle du salarié, pour être bien dans sa peau, bien dans son corps et améliorer la performance et la productivité. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le sport, la notion de performance, elle n'est pas péjorative. Voilà, c'est le but d'un sportif de haut niveau, c'est d'aller se challenger, c'est d'aller chercher des défis. Et parfois, quand on parle de performance en entreprise d'un salarié, on a l'impression qu'on va un peu le maltraiter. Donc c'est aussi d'apporter cette vision très saine que l'entreprise, elle est là pour permettre aux salariés de donner le meilleur de lui-même, mais dans une vertu très positive. Après, pour moi, le deuxième enjeu de l'entreprise de demain, c'est aussi que dans le sport, on développe une gestion de projet, une gestion managériale. Et c'est intéressant aussi de faire le parallèle, finalement, dans la façon dont on développe un enjeu sportif, la façon dont on met du collectif dans une performance individuelle et dans un sport individuel, la façon dont on se relève derrière un échec, la façon dont on se re-questionne derrière une réussite. Tout ça, c'est des choses qu'on cultive très bien dans le secteur sportif et que demain, on doit aussi retrouver au sein des entreprises. C'est aussi ce que je trouve très intéressant, finalement, dans les parallèles qu'on peut faire entre le sport et l'entreprise. Alors, dans quelle mesure ces innovations peuvent profiter aux citoyens et à la société ? Alors moi, je prendrais un exemple qui est finalement la façon dont une innovation pensée à la base dans le secteur du sport, de la performance sportive, est venue irriguer finalement le quotidien quasiment de monsieur et madame tout le monde. Donc il y a 20 ans, on va commencer comme ça à concevoir des prothèses en carbone avec une courbure qui est celle finalement de la patte du guépard. Et on va avoir comme ça des innovations qui vont évoluer et qui vont se stabiliser globalement autour des années 2010-2015 pour donner des grandes performances aux sportifs paralympiques. Et à ce moment-là, cette technologie du sport de haut niveau va venir se déverser dans la vie quotidienne des personnes en situation de handicap. Et donc, irriguer nos prothèses du quotidien. Et donc, on a désormais des pieds, finalement, de vie quotidienne qui utilisent et le matériau du carbone, mais aussi finalement cette courbure pour pouvoir nous redonner une agilité du quotidien et moins de fatigabilité. Mais là où on est allé, on va dire, jusqu'au bout de la chaîne, c'est que maintenant, ce carbone, vous le retrouvez aussi dans les chaussures des coureurs. Vous me piquez mon exemple. Je sens le marathonien. Exactement, parce que le marathonien que je suis a bénéficié de ces avancées technologiques dans ses chaussures. Et non seulement je suis persuadé que ça m'a aidé à être plus performant, mais je pense que même mentalement, en fait, ça m'a aidé en me disant que finalement j'étais aidé par mon équipement et donc complètement d'accord avec tout ça. Et on le voit d'ailleurs dans certaines industries. L'industrie automobile, c'est l'exemple bateau qu'on prend systématiquement, où on voit que le monde de la Formule 1, donc on peut parfois se demander à quoi il sert, à part montrer qu'on peut conduire très vite, il a des retombées permanentes dans la voiture de monsieur et madame tout le monde. Donc en fait, convaincu que cette recherche technologique au service de l'humain, finalement, elle peut irriguer un écosystème beaucoup plus large que ce pourquoi on l'a cherché au départ. Donc c'est pas un exercice de recherche technologique pour le plaisir de faire de la haute technologie, c'est vraiment de la technologie pour résoudre un problème et aller chercher des solutions. Et chez PwC France et Maghreb, c'est exactement comme ça d'ailleurs qu'on regarde la technologie. La technologie, ce n'est pas une fin en soi, c'est de la technologie au service d'objectifs clairs de la société ou des sociétés pour lesquelles on travaille.
Et ce qui est intéressant, je trouve, sur ce champ-là, en tout cas dans le sport, généralement, on a cette innovation qui est pensée dans un but au début de performance. Et à la fin, quand finalement on a l'implication un petit peu pour la population générale, on est plutôt dans quelque chose qui va préserver l'intégrité de l'individu. Et moi, c'est ce que je trouve assez intéressant. Et parfois aussi, quand on se questionne finalement sur la technologie à mettre au profit de certaines personnes qui ont des besoins spécifiques et comment on crée chez eux des environnements capacitants. Derrière, ça va servir le bien-être du collectif de travail global. Et bien souvent, on se rend compte que dès l'instant qu'on développe ces environnements capacitants pour le travailleur en situation de handicap, c'est quelque chose qui va être recherché, qui va servir la performance de tout le collectif de travail et qui, alors pour eux, vont pas être essentiels à leur mise en performance, mais par contre vont préserver leur bien-être en tant que collaborateurs. Et là encore, je trouve que dès l'instant qu'on utilise la technologie à bon escient, elle va nous permettre finalement parfois de diminuer la quantité de travail pour en améliorer la qualité et donc nous permettre, in fine, d'être beaucoup plus performants. Vous avez la chance d'ailleurs dans ce monde du sport d'avoir maintenant des données qui montrent que la quantité n'est pas toujours la recette pour le succès. Dans le monde de l'entreprise, alors on bénéficie peut-être moins de données, on n'arrive pas toujours à expliquer que si on passe 15 heures au travail, on va être mieux ou moins bon que son voisin, mais en tout cas, on réfléchit quand même beaucoup sur ces questions d'équilibre et moi je suis persuadé, et chez PwC France et Maghreb plus largement, on est persuadé que c'est dans l'équilibre que la performance se trouve. Que ce n'est pas en travaillant 15 heures par jour, même si on est dans une entreprise où on travaille beaucoup, qu'on est plus performant. En tout cas, il n'y a pas d'incitation à travailler 15 ou 18 heures par jour. La clé, c'est d'être bien dans ce qu'on fait au moment où on a besoin de le faire. Vous promouvez le lien entre sport et entreprise. J'ai une question croisée pour vous. Marie-Amélie, quel est le dirigeant qui vous inspire dans vos fonctions aujourd'hui? Et vous, Xavier, quel est le sportif qui vous inspire dans vos fonctions? Marie-Amélie? Alors moi, je vais vous faire une réponse dans l'entre-deux. Je vais donner un dirigeant sportif et je vais choisir Tony Estanguet parce que, eu égard au projet qu'il a mené et la façon dont il a mené, Tony n'a pas managé un projet. Il a été le leader d'un projet et ce qui a été très très intéressant en fait, c'est sa façon dont il a été en capacité finalement de réunir des univers pour le sport. Et finalement de faire dialoguer des univers qui d'habitude sont très cloisonnés les uns des autres. Et voilà, et ça a été finalement une juste alchimie entre du charisme, de l'ambition, une vision et cette capacité aussi absolument essentielle de s'entourer des bonnes personnes. Parce que pour moi, un bon leader, c'est pas quelqu'un qui sait tout. C'est quelqu'un aussi qui sait s'entourer des bonnes personnes pour l'aider à mettre en place les solutions utiles. C'est vrai, et dans l'entreprise, Marie-Amélie, vous avez tellement raison. En fait, on cherche évidemment, et surtout dans une entreprise comme PwC France et Maghreb, qui a tout un tas de spécialistes sur tous les sujets. On cherche des techniciens, des gens qui connaissent très bien leur métier dans le fond. Mais là où on est bien meilleur, c'est quand on arrive à assembler ces différentes compétences et mettre tous les soft skills dont on a besoin pour fédérer, transmettre les bons messages et finalement faire vivre une expérience optimale à nos clients au-delà du fond que l'on traite. Moi, s'agissant de la question sur le sportif qui m'impressionne le plus aujourd'hui, je vais prendre aussi un sportif qui a pris sa retraite, mais c'est évidemment mon deuxième sportif préféré après Marie-Amélie, c'est Rafael Nadal. Et Rafael Nadal, pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui était évidemment ultra doué techniquement, mais je trouve qu'il a eu une carrière absolument remarquable où il a été dans l'ombre de sportifs qui avaient peut-être une tête un peu plus sympathique que lui. Et on voit comment il est sorti de Roland-Garros au moment des Jeux Olympiques, par exemple, où il a eu le droit à des ovations absolument extraordinaires. Et donc, ça montre que finalement, résilience, capacité à dégager autre chose que de la pure technique ou de la performance, c'est essentiel pour réussir. Moi, je pense qu'on peut faire énormément de parallèles, et notamment eu égard aux sportifs que vous venez de choisir, entre
ce qu'est un bon sportif et ce qu'est un bon dirigeant d'entreprise. Parce qu'en fait, le rôle du sportif de haut niveau, c'est pas uniquement de délivrer une performance, c'est d'être le gestionnaire de son projet de performance. Et c'est ce qui va vraiment faire la différence, je trouve, entre deux profils de sportifs. Et notamment dans l'exemple que vous citez, dans le tennis, que ce soit l'exemple de Roger. Moi, j'étais plutôt la team Roger que la team Raphaël. Moi aussi, au départ. Mais bon, voilà, les deux sont des grands sportifs, indéniablement. On ne peut pas leur enlever ça. Mais en fait, pourquoi ils ont duré? Parce qu'ils ont géré leur carrière comme un projet, un projet de long terme. Ils ont su s'entourer des bonnes personnes et s'entourer des compétences essentielles. Et surtout, faire évoluer les compétences dont on a besoin. Et moi, c'est quelque chose, quand j'ai commencé ma carrière sportive, j'étais assez binaire avec mon coach. C'est-à-dire qu'on pensait que pour être un bon sportif, il fallait juste être bon physiquement. Et puis, on a vécu nos premiers jeux comme ça s'est bien passé. Sauf qu'une fois que ça s'est bien passé, il faut que ça se passe mieux la fois d'après. Et c'est là notamment où moi, dans ma question sportive, est arrivée la notion de la technologie. Parce qu'en fait, ce pan-là, pendant des années, on l'avait mis de côté. On pensait que j'étais finalement juste une sportive de haut niveau. Et dès l'instant qu'on a compris que ma façon de pratiquer mon sport intégrait de la technologie et qu'à un moment donné, cette technologie, il fallait la comprendre, mieux la maîtriser, mieux s'en servir. Il fallait qu'on aille chercher aussi les compétences qui savaient le faire. Parce que moi, je ne suis pas Bob le bricoleur, je ne suis pas ingénieur. Donc, à un moment donné, il faut aller chercher les personnes qui savent optimiser cette technologie. Et donc là, on a beaucoup plus fait travailler les fabricants des prothèses. On a beaucoup plus créé un binôme entraîneur-orthoprothésiste, qui est la personne qui vous crée la prothèse. Et puis, on a été aussi faire des mesures et je trouvais finalement une juste alchimie entre ce que moi je ressentais en tant qu'athlète, parce que le ressenti de l'athlète est quand même important, ce que voyait l'œil de l'entraîneur et ce que nous disait la science. Et après, on a fait finalement une partage des points de vue de ces trois enjeux-là pour décider finalement de la meilleure méthode à appliquer pour être performant dans notre projet sportif. Merci Xavier, merci Marie-Amélie pour vos témoignages et merci à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode des conversations de PwC France et Maghreb et à bientôt pour le prochain épisode.